Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, une vidéo pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. En quoi la ville est-elle le lieu des pouvoirs coloniaux, mais aussi de la modernité et des contestations de la société d'habitation? La plantation, creuset commun un ensemble de sociétés nées durant la colonisation dans la Caraïbe, a été très étudiée par les historiens. Et pendant longtemps, le cadre de l'habitation-plantation a été analysé comme étant la seule forme d'organisation des sociétés antillaises. Toutefois, il ne permet pas à lui seul de saisir la complexité de la construction de celle-ci. La ville a longtemps été absente de l'écriture de l'histoire des Antilles coloniales. Anne Perrotin-Dumont parle de tâches aveugles. Pourtant, les villes coloniales, comme les plantations, sont des productions de la colonisation. Elles deviennent des centres de pouvoir politique, des lieux d'échange économique, de sociabilité, mais aussi un espace qui nuance fortement les équilibres présents dans l'espace de la plantation. Les premiers embryons de villes, avec des formes multiples, comptoirs marchands, campements miniers, villes-ports, forts, apparaissent dès le XVIe siècle et le XVIIe siècle, avec l'expansion maritime et commerciale outre-Atlantique et la montée des États. La ville-port est caractéristique du monde insulaire. Son emplacement est choisi dans un site favorable au mouillage des bateaux de commerce, avec la proximité de rivières pour l'eau douce et de forêts pour le bois. Sans port, il n'y a qu'un bourg. Les premières villes-ports sont donc le fruit d'une urbanisation hétérogène et contrastée et ne sont pas toujours ordonnées. Des établissements sont construits sans grand ordre le long d'une voie principale avec un fortin placé sur un promontoire, une église, une place. En Guadeloupe, au sud-ouest, Basse-Terre est bâtie dans une région de montagnes volcaniques, tout comme Saint-Pierre au nord-ouest de la Martinique, et toutes les deux sans plan préconçu. Fondées au début de la colonisation, elles sont excentrées avec des rades exposées. Au début du XVIIIe siècle, la Martinique est le siège du gouvernement général des îles du Vent et son port de Saint-Pierre, le centre de presque tout le commerce qui se fait aux îles françaises du Vent de l'Amérique. Les relations des autres îles et de leurs villes-ports avec la France transitent par Saint-Pierre sous la dépendance de laquelle elles se trouvent ainsi placées. Le premier horizon des esclaves dans les îles est celui des marchés d'esclaves, à proximité du quai de débarquement ou à bord des navires. Ainsi, les villes sont des créations ex nihilo qui ne sont ni des projections des villes européennes, ni des extensions de l'habitation. À la fin du XVIIe siècle, 2 villes nouvelles sont bâties, Pointe-à-Pitre et Fort-Royal, avec des positions centrales et stratégiques, des rades protégées et de bonnes conditions de mouillage. Ces villes nouvelles sont construites suivant un modèle d'urbanisme dit en damier. Fondation régulière avec un découpage et des îlots délimités par des rues rectilignes dont les principales mènent à une place d'armes excentrée et ouverte sur la mer. L'espace est organisé selon un ordre défini par le pouvoir colonial. Cette deuxième génération de villes répond à des préoccupations stratégiques et non à l'urgence ou à un concours de circonstances comme pour Saint-Pierre et Basse-Terre. La ville-port antillaise devient alors le centre outre-mer de la civilisation occidentale, l'emblème de la modernité. Elle relie la colonie directement à la métropole. Saint-Pierre de la Martinique est alors appelé ou surnommé le Paris des îles. C'est la seule ville des Petites Antilles, symbole de cette modernité. Le monde y parle, s'habille, y est poli, honnête comme en France, observe un voyageur jésuite de la ville qui compte alors 10 000 habitants en 1731. Les villes deviennent des symboles de la modernité urbanistique avec des fontaines au centre des places qui jouent un rôle esthétique et sanitaire, des canalisations pour l'assainissement, les ponts comme à Saint-Pierre au milieu du XVIIIe siècle qui relient le quartier du Mouillage au nouveau quartier du Fort, les routes empierrées. La ville est le lieu de la circulation des idées, des nouvelles, des modes. Des libelles, des journaux, des lettres, des chansons, des anecdotes sont rapportées par les voyageurs. Les cabarets vont devenir les hauts lieux de la sociabilité populaire où peuvent se tenir des réunions secrètes dans un anonymat relatif. Les théâtres, notamment à Saint-Domingue, sont des espaces où les colons peuvent côtoyer les autres catégories sociales et où se diffusent des idées subversives. Des pièces comme Le mariage de Figaro sont données aux colonies. Elles diffusent l'idée qu'une autre société est possible, fondée sur une inversion des valeurs.
Les contemporains percevaient déjà ces villes-ports comme une sphère différente des campagnes. Avec raison, une personne sur 2 seulement y est esclave et les castes se côtoient sur les lieux de travail. Malgré le fait que la société soit marquée par les préjugés raciaux, la ville est le lieu où les rapports humains sont tissés, avec à la longue une promesse d'intégration. La ville est complexe et remet en cause la vision trop souvent proposée d'un seul monde existant, celui des plantations, avec sa dualité maître-esclave. Ce sont dans les villes que s'installent les premiers établissements d'enseignement sous l'égide de congrégations religieuses comme le pensionnat des Ursulines, la maison de la Providence, les établissements des Jésuites. Une école est dédiée aux jeunes garçons à Fort-Royal. Le collège Saint-Victor, lui aussi, est confié à l'ordre des Capucins, avec l'aide à partir de 1776 des frères des écoles chrétiennes de Paris. Les villes sont aussi les centres de diffusion des modes, des usages, des nouveautés et du raffinement. Des hôpitaux complètent les équipements où des salles sont réservées à la pharmacie, à la couture, aux malades civils et militaires, aux chirurgiens. La majorité de la population urbaine est composée d'esclaves, 60 à 75% à Basse-Terre. La ville offre aux esclaves des occasions de fuite hors de l'univers de la plantation. Ces esclaves, établis pour le compte de leur maître, ouvriers des petits ateliers artisanaux, domestiques, ont tous pour horizon l'affranchissement. Numériquement, c'est la catégorie des petits blancs qui explique l'importance de la population blanche résidente. Portefaix, matelots, soldats, couches subalternes du négoce et de la basoche, petits commerçants, ces sans-culottes des tropiques côtoient quotidiennement les populations de couleur avec lesquelles ils sont dans un rapport ambigu de concurrence et de complémentarité. Il en est du ressentiment, voire de la haine, mais aussi occasionnellement des solidarités créoles contre les métropolitains. Par libre de couleur, on entend tout aussi bien les noirs que les mulâtres, affranchis par un acte juridique, ou pour les métis à la naissance. C'est dans la décennie révolutionnaire qu'ils constituent une part significative de la population urbaine de la Guadeloupe, à la différence de Saint-Domingue, où la proportion de libres de couleur est plus importante et antérieure. Par ailleurs, des affranchis qui ne possèdent pas de papier peuvent vivre librement. On les appelle les libres de savane ou les libres de fête. L'anonymat relatif de la ville permet à des esclaves marronnes de se dissimuler dans la foule bigarrée. Parmi les libres de couleur, les femmes, veuves ou célibataires officiellement, sont très nombreuses. Elles exercent des métiers de marchandes, commerçantes, couturières, blanchiseuses, cigarières, etc. et possèdent quelques esclaves qui travaillent pour elles ou qu'elles peuvent louer à la journée ou à la semaine. Ce tableau du peintre Basso décrit bien le spectacle de la ville. La société coloniale se met en scène au premier plan du tableau où défilent les principaux groupes composant la diversité des statuts et des hiérarchies socio-raciales. On aperçoit aussi les lieux du pouvoir religieux ainsi que les bâtiments neufs de l'administration royale dans le quartier moderne du fort. Que faut-il retenir ? La ville est un lieu où la société d'habitation s'ouvre au monde et aux idées par ses zones portuaires et commerciales. Elle est aussi le lieu de la modernité urbanistique par l'introduction de nouvelles infrastructures qui renforcent son pouvoir. Enfin, le brassage des populations permet un relatif anonymat et une possibilité d'ascension sociale, mais aussi des risques de déchéance économique et sociale. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.